Merci Hélène. Bonjour. Alors ce terme d'externalisation qu'on discute depuis pas mal d'années, aussi bien au GISTI que dans le cadre du réseau Migre-Europe, il est emprunté au vocabulaire économique et il a commencé à être utilisé en France en 2003, notamment par Amnesty International et par le réseau Migre-Europe. C'est dans les textes de ces deux associations qu'on l'a vu apparaître pour décrire ce qu'on va essayer de définir maintenant, en tout cas certains aspects de la politique d'immigration et d'asile de l'Union européenne. 2003, c'était après une proposition faite par le gouvernement britannique d'installer hors de l'Union européenne des camps offshore pour y envoyer les demandeurs d'asile qui se présenteraient aux frontières européennes. On reviendra là-dessus plusieurs fois, je pense d'ailleurs, dans la matinée. Moi, certainement Laurence, et peut-être encore après. Merci. Maintenant, externalisation, c'est devenu un terme d'usage courant pour les commentateurs, pour les médias. On l'a beaucoup vu dans la presse en 2015. Et ça continue, même s'il n'est pas entré dans le vocabulaire institutionnel qui parle depuis son officialisation au sommet européen de La Haye en 2004 de dimension externe de la politique d'immigration et d'asile, tu l'as cité Hélène. Ce qu'englobe le terme d'externalisation, c'est pour ça qu'on y revient 13 ans après, parce on continue toujours à en faire le tour. Ce qu'englobe ce terme est sujet à beaucoup de discussions, et d'ailleurs, celle qu'a occasionné la préparation de cette journée a montré que la discussion n'est pas close, y compris entre les personnes qui sont à cette tribune et qui interviendront après moi. On n'est pas tous d'accord sur les contours de l'externalisation. Telle qu'elle a été dégagée par Migre-Europe et par le GISTI, voilà, c'est une tentative de définition que je vais essayer de faire maintenant, ou plutôt une tentative d'approche de la façon dont se décline l'externalisation concrètement dans l'Union européenne, avec quelques petites incursions hors Union européenne. Je me centrerai sur les dispositifs qui ont été mis en place depuis le début des années 2000, c'est-à-dire depuis que l'asile et l'immigration sont devenus des politiques communes de l'Union européenne avec le traité d'Amsterdam, mais je ferai des allers-retours entre les différentes étapes de ce processus d'externalisation. Alors, la définition. Première étape, Hélène, dans son introduction, a présenté les grandes lignes de cette définition: délocaliser, sous-traiter, privatiser, déresponsabiliser. Ce sont des termes qu'on a beaucoup vus dans les écrits de Migre-Europe notamment. On peut dire que l'externalisation peut se décliner en deux tendances principales qui ont pour point commun la mise à distance des étrangers, et parmi eux, donc, celles et ceux qui pourraient prétendre à une protection internationale. L'externalisation, c'est le fait pour l'Union européenne et pour ses États membres, d'une part, de reporter hors de son territoire certaines procédures relatives au contrôle de ses frontières ou à l'instruction des demandes d'asile, et on parlera alors plutôt de délocalisation, externalisation dans sa forme délocalisation, et d'autre part, de chercher à faire endosser par des pays tiers, par des pays non européens, tout ou partie de la responsabilité d'un certain nombre de tâches qui incombent à l'Union européenne, que ce soit en application de ses engagements internationaux, par exemple la Convention de Genève, le droit d'asile, ou en vertu de ses propres règles en matière de gestion des flux migratoires ou de contrôle des frontières. Dans ce deuxième volet, on parlera plutôt de sous-traitance ou de déresponsabilisation, c'est aussi un terme que tu as utilisé. Voilà, il faut déjà 5 minutes pour essayer de brosser une définition, donc on voit qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, première chose, je vais parler de ce qui se passe en Europe, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'externalisation
même si elle a été formalisée au début des années 2000, c'est une histoire ancienne. Ces méthodes d'externalisation, les deux, dans leur forme délocalisation comme dans leur forme sous-traitance, elles ne sont ni nouvelles, ni propres à la gestion des questions migratoires et de l'asile par l'Union européenne. Pour la délocalisation, pour ce premier volet, dès 1986, c'est-à-dire bien avant la communautarisation de la politique d'asile, le gouvernement danois proposait un système de gestion des demandes d'asile dans des centres de traitement régionaux qui auraient été administrés par les Nations Unies et dans lesquels auraient été systématiquement placés les requérants d'asile ayant illégalement franchi la frontière. C'est resté lettre morte, mais l'idée avait été posée. Presque 10 ans plus tard, les Pays-Bas inscrivaient à l'agenda d'une conférence intergouvernementale en 1994 un projet de centre d'accueil et de traitement pour demandeurs d'asile qui aurait été situé dans les régions d'origine à proximité des pays de départ. D'ailleurs, les Pays-Bas et le Danemark, auteurs de ces deux propositions qui n'ont pas été concrétisées, ont été des soutiens actifs du Royaume-Uni dans les discussions engendrées par la proposition britannique de centre externalisé de 2003 dont j'ai parlé et sur laquelle je reviendrai. Cette méthode de délocalisation, elle est pratiquée depuis longtemps ailleurs qu'en Europe. Elle n'est pas complètement originale, hein, c'est pas une spécificité européenne. Aux États-Unis, c'est sur la base navale américaine de Guantanamo, où à bord de bâtiments de la marine mouillant à proximité des côtes jamaïcaines, qu'ont été retenus entre 1991 et 1995 des boat people haïtiens interceptés en mer pour soumettre leur demande d'asile à un pré-examen avant d'éventuellement les admettre sur le sol américain, ou plus souvent de les refouler d'ailleurs. Si vous vous souvenez, on a vu réapparaître cette idée de camp flottant pour mettre les demandeurs d'asile il n'y a pas longtemps dans notre actualité européenne. Mais bien sûr, c'est l'Australie qui est aujourd'hui le modèle le plus abouti de l'externalisation de l'asile, depuis qu'elle a inventé au début des années 2000-2001 la Pacific Solution, qui est la gestion matérielle mais non juridique de l'accueil des candidats à l'asile, qui est sous-traité à des micro-États qui relèvent de l'ère d'influence géopolitique de l'Australie, où on installe des camps où sont traitées les demandes d'asile. Et même si le HCR ne cesse de dénoncer une politique qui viole ouvertement la Convention de Genève sur les réfugiés, l'Australie assume et n'a fait que durcir les modalités de cette mise à distance concrète des demandeurs d'asile et même des réfugiés, puisque les personnes à qui est reconnu le statut ne peuvent qu'exceptionnellement rejoindre le territoire australien. La plupart sont réinstallés ailleurs, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur l'île de Nauru et même, je ne sais pas si ça s'est fait concrètement, au Cambodge, en application d'accords bilatéraux passés par l'Australie avec ces pays. Alors, il y a d'autres exemples du modèle délocalisation de l'externalisation-délocalisation. On peut citer, je crois que tu en as parlé, les sanctions infligées aux transporteurs. L'idée, c'est de responsabiliser les transporteurs, les convoyeurs d'étrangers qui viennent jusqu'en Europe, en les mettant à l'amende et en les forçant à réacheminer les passagers dépourvus de documents de voyage ou de visa. Cette idée, elle est ancienne, elle existait déjà dans la Convention de Schengen de 1990, elle a été reprise sous forme de directive européenne en 2001. Elle prévoit donc des sanctions qui peuvent aller jusqu'à des centaines de milliers d'euros pour les compagnies, avec l'obligation de prendre en charge le passager et son retour, et elle induit de fait une privatisation des contrôles, puisque ce sont les guichets des compagnies de transport, ailleurs qu'en Europe, que des agents transformés en contrôleurs d'immigration de fait vont vérifier la documentation nécessaire pour accéder au territoire européen, avec, vous l'imaginez bien, les risques que ça peut comporter pour des demandeurs d'asile qui, éventuellement, n'auraient pas les documents nécessaires. Dans le même registre, on peut aussi parler de l'envoi dans des pays non européens d'officiers de liaison
Immigration, c'est comme ça que ça s'appelle, les officiers européens. C'est un réseau de fonctionnaires nationaux européens qui a été créé sur la base d'un règlement adopté en 2004. Ces fonctionnaires sont détachés à l'étranger pour établir et entretenir des contacts avec les autorités du pays hôte en vue de contribuer à la prévention de l'immigration illégale et au retour des immigrés illégaux et à la gestion de l'immigration légale. Alors en fait, ce sont des fonctionnaires qui sont envoyés dans les pays de départ, les principaux pays de départ des migrants supposés rester en Europe en situation irrégulière pour collecter des informations sur les flux illégaux en provenance ou allant dans ces pays, sur les itinéraires, sur les modes opératoires, sur l'existence d'organisations criminelles et mafieuses, etc., etc. Donc là, on a une délocalisation du contrôle européen sur des territoires non européens. Alors, le troisième exemple d'externalisation, délocalisation, ce sont les projets qui ont pris de multiples formes de camps externalisés sous gestion européenne, dont Laurence Dubin va très certainement parler. On pense donc à cette proposition britannique de 2003 qui prévoyait la mise en place de centres de transit et de traitement des demandes d'asile dans les régions traversées par les demandeurs d'asile et en route vers l'Europe, où ces derniers seraient renvoyés dès leur tentative de passage d'une frontière européenne pour qu'on y procède à l'examen de leur demande. L'idée était la suivante: les demandeurs d'asile arrivant dans l'UE seraient directement envoyés dans un camp. À l'époque, on avait parlé, enfin, dans le projet anglais, de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, qui n'étaient pas encore membres de l'Union européenne pour les deux derniers. Ceux qui auraient été reconnus réfugiés pourraient être réinstallés dans un pays de l'Union européenne et les autres auraient été renvoyés dans leur pays d'origine, en tout cas laissés dans ces pays de transit. Ce projet sera écarté à un sommet européen en 2003, mais d'autres déclinaisons de la proposition Blair la proposition britannique ont vu le jour par la suite. Voilà, en 2004 par l'Allemagne et ensuite beaucoup de pays ont décliné cette idée. Je vous cite pour une anecdote les propos de Dominique de Villepin, alors ministre de l'Intérieur, c'était 2004, qui disait à propos de la proposition britannique non, c'est pas une bonne idée, mais ce serait bien d'aider ponctuellement les pays d'Afrique du Nord en créant des points d'accueil où les migrants et les demandeurs d'asile seraient rassemblés pour une courte période et qui permettrait de gérer le retour vers le pays d'origine des faux demandeurs d'asile. On garderait que les bons. Et ce serait à moins de frais qu'actuellement, puisque ce retour se ferait en autocar et non pas par avion. Alors, en mars 2015, pour faire face au nombre croissant de personnes en partance pour l'Europe depuis les zones de conflit au Moyen-Orient et Afrique du Nord, les ministres des 28 États membres ont réactivé la vieille proposition Blair, puisqu'ils ont envisagé la mise en place de centres de traitement de demandes d'asile dans des pays tiers, où les demandeurs seraient pris en charge par le HCR et l'OIM, c'est seulement une fois la demande admise que l'Union européenne ferait venir le réfugié sur son territoire. Alors l'idée sera reprise, je suppose que tu vas en parler, donc je ne m'étends pas là-dessus. J'aborderai mon deuxième volet de la définition de l'externalisation. C'est la question de la sous-traitance, qui consiste, contrairement à la délocalisation, où l'Union européenne conserve le contrôle des procédures qui sont menées à l'égard des personnes, procédures de surveillance des frontières, procédures d'instruction des demandes d'asile. Là, il s'agit de déléguer à des pays non européens la responsabilité de ces tâches. Elle se décline sous des formes multiples et des dénominations multiples qui s'appuient en général sur des accords de coopération ou de partenariat conclus avec ces pays, par lesquels l'Union européenne va monnayer la collaboration de ses voisins proches ou de pays d'ailleurs plus éloignés pour qu'ils prennent en charge les contrôles migratoires ou l'accueil des demandeurs d'asile. Cette politique du donnant-donnant
a été consacré de façon assez cynique au sommet de La Haye de 2004, où l'Union européenne s'est déclarée prête à soutenir les efforts déployés par les pays tiers pour améliorer leur capacité à gérer l'immigration et à protéger les réfugiés. Vous verrez à la page 31 de votre document un article qui a été publié dans l'Atlas des migrants en Europe du réseau Migre Europe et qui retrace l'évolution de ce processus d'externalisation depuis le début des années 2000 jusqu'à maintenant. Dans le domaine de l'asile, deux formules en fait résument cette orientation autour de la sous-traitance, ou la fonde, ou enfin voilà, le sort de socle, c'est la protection au plus près des régions d'origine. On trouve souvent ça dans les documents programmatiques, et le partage des responsabilités, qu'on appelle aussi parfois partage du fardeau. En arrière-plan de ces deux notions, sur la base desquelles est promue la sous-traitance, l'idée est de répartir de façon plus équilibrée la charge que représente la demande d'asile, qui est supposée concentrée dans l'Union européenne, en la faisant partiellement prendre en charge par des pays non membres de l'Union européenne, qui sont choisis la plupart du temps non pour leur capacité matérielle ou leur volonté politique de prendre en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés, mais plutôt en raison de leur situation, de leur position géographique, lorsqu'ils se trouvent sur des routes migratoires empruntées par les demandeurs d'asile et les réfugiés. On pourrait donner l'exemple du Maroc, qui est depuis très longtemps choyé dans ce domaine par l'Union européenne, puisque le Maroc constitue vraiment un sas entre l'immigration originaire d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest essentiellement, et l'Europe. On pourrait aussi citer la Turquie. Claudia Charles y reviendra cet après-midi. Là encore, c'est un processus qui ne date pas des années 2000. Dès le milieu des années 90, on a vu des multiples formules d'accueil de réfugiés hors d'Europe discutées au sein de l'Union européenne. Alors voilà, il y en a pas mal, je ne vais pas vous le dénumérer, mais je citerai quand même la proposition faite par la présidence autrichienne de l'Union européenne, l'Autriche qui venait de rentrer dans l'Union européenne en 1998, qui proposait une réorganisation du système d'asile européen ayant pour objectif de faire peser la responsabilité de l'accueil des réfugiés dans des pays non européens. Alors cette idée reposait sur un constat par l'Autriche que la demande d'asile étant le fruit de mouvements migratoires complexes qui mélangent des facteurs tels que les persécutions suivies d'exodes, des mouvements extérieurs à l'appareil étatique, mais aussi la pauvreté et la précarité, tout ça mélangé. Du coup, la Convention de Genève était considérée comme un instrument dépassé, et le dispositif proposé privilégie, plutôt que l'organisation de l'accueil de candidats réfugiés, le tarissement des sources de départ. Et dans ce modèle, la notion d'Europe forteresse fait place à un système de cercles concentriques, où il y a au cœur l'espace Schengen, juste après les pays d'Europe centrale et orientale qui doivent s'aligner sur les normes de Schengen en matière de contrôle des frontières s'ils veulent adhérer à l'Union européenne. On était donc en 98. Le troisième cercle, c'est les pays comme l'ex-URSS, la Turquie, le Maghreb, à l'écart desquels on va intensifier les aides financières et les aides au développement pour améliorer leur capacité à contrôler le transit de migrants. Et puis ensuite, la stratégie à mener vers le quatrième cercle, Moyen-Orient, l'Afrique, c'est la réduction des forces centrifuges, autrement dit, qui restent chez eux. Alors, ce document stratégique autrichien a été remis en cause très vite d'ailleurs, mais on voit que l'idée de sous-traitance à des pays tiers et l'idée de bloquer les gens en amont des parcours migratoires, des parcours d'asile, n'a fait ensuite que s'égrener dans tous les projets européens qui ont été proposés depuis cette date. Pour faire un lien avec l'actualité, j'ai été frappée par la rapidité
avec laquelle, à peine quelques jours après le sommet européen des 28 et 29 juin 2018, vous savez, ce sommet un peu de crise au cours duquel les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont mis d'accord pour examiner l'idée de plateforme de débarquement hors de l'UE pour accueillir les boat people interceptés dans les eaux méditerranéennes. C'était juste après la première affaire de l'Aquarius. Donc la rapidité avec laquelle la Commission européenne a été en mesure de produire des concept papers qui exploraient des propositions faites par l'OIM et le HCR présentées à ce sommet, et de les présenter sous forme de graphique. Vous les avez fait à la page 15 de votre document, très joli, qui explique comment, sur la base de partenariats établis sur un pied d'égalité, l'Union européenne est prête à fournir un soutien financier et opérationnel au débarquement et aux activités après le débarquement, et qu'elle est aussi disposée à contribuer à la gestion des frontières et à d'autres formes de soutien. La chose est présentée comme s'il était naturel que des solutions non européennes aient absolument à être trouvées pour régler les conflits aigus qu'avait entraîné l'attitude du gouvernement italien, qui avait refusé d'accueillir en Europe des personnes qui auraient dû être débarquées au plus vite en application du droit international, de la mer, du droit d'asile, etc. La suite a montré que ce n'était pas si simple d'ailleurs, parce que tous les pays pressentis, notamment au Maghreb, ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord pour cette solution. Mais je reviens sur la rapidité avec laquelle la Commission a dégainé. En fait, il n'y a rien d'étonnant, parce que ces projets sont dans des tiroirs depuis des années, et à chaque fois que ça sort, hop, on peut actualiser, remettre un peu en forme, mais avec des noms différents. Et quand on retrace l'histoire, depuis une vingtaine d'années, c'est toujours le même modèle et toujours les mêmes objectifs, externaliser en la délocalisant la gestion des migrants qui se présentent aux frontières européennes, et parmi eux, donc, des demandeurs d'asile. C'est pas mal. Non. Telle qu'elle est mise en œuvre par l'Europe, c'est-à-dire en parallèle avec une politique de surveillance des frontières qui vise à verrouiller les voies d'accès légal en Europe. Alors c'est politique de visa qui rend de plus en plus difficile l'accès aux pays européens. Surveillance des frontières, interception maritime avec l'agence Frontex, interdiction d'accoster pour les bateaux humanitaires. Donc tous ces modes de verrouillage qui sont inscrits dans les politiques de contrôle de ces frontières par l'Union européenne. Dans ce contexte-là, la sous-traitance traduit moins de la solidarité qu'une volonté de l'Union européenne de se défausser de sa responsabilité. Parce que si l'idée de renforcer l'offre de protection dans les régions d'origine, comme il est souvent expliqué, peut en théorie se défendre, cet objectif ne devrait pas être conçu comme une alternative à l'accueil des réfugiés en Europe. Or, en pratique, une fois posé le postulat qu'il y a urgence parce que l'Union serait submergée par les demandes d'asile, c'est quelque chose qu'on a entendu en 2015, mais j'ai regardé des textes pour l'occasion là qui datent de 2003-2004, alors qu'on était dans des proportions bien moindres qu'en 2015. Le discours était déjà l'Union européenne est submergée par les demandes d'asile, donc il faut absolument trouver des moyens d'enrayer ce processus. Et pour cela, les États membres vont utiliser les arguments de partage des responsabilités, renforcement des capacités de pays non européens. Ces arguments vont lui servir de fait à contourner le droit international et notamment la Convention de Genève. Alors, un exemple de concept qui s'inscrit dans cette logique de contournement de la Convention de Genève, c'est le concept de pays sûr. Il est à la fois d'actualité parce qu'on en parle dans un projet de règlement européen, mais ce concept est né au début des années 1990 dans les discussions européennes sur ce qu'on appelait encore l'harmonisation des politiques d'asile. Il n'y avait pas de politique commune. Il consiste à désigner comme susceptibles d'apporter les garanties nécessaires en termes de protection internationale certains pays par lesquels transitent les demandeurs d'asile avant d'arriver dans un État membre. Le concept de pays
tiers sûr permet de déclarer irrecevable ou de traiter en procédure accélérée la demande d'asile déposée par un étranger au motif que, venant de ce pays, tiers sûr, il aurait pu y demander et y trouver une protection, et ça va donc permettre de le refouler dans ce pays. L'exemple caractéristique, c'est l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie. On passe un accord, on s'engage à aider la Turquie à financer ces camps de réfugiés et à bien intégrer les réfugiés sur son sol. Et ça permet de considérer que ce pays est sûr et qu'on peut y renvoyer les demandeurs d'asile au motif qu'ils y sont en sécurité, y compris si ces demandeurs d'asile étaient considérés comme éligibles à une protection lors de l'instruction qui est faite de leur demande d'asile une fois arrivés en Europe. La notion, vous le savez sans doute, n'existe pas officiellement en droit français, malgré une tentative du précédent ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, de l'introduire dans la loi qui a été adoptée le 10 septembre 2018. Un avis du Conseil d'État du 16 mai 2018, qui n'est pas public, mais que vous pouvez trouver sur le site du GISTI, est venu conforter le rejet, pour l'instant en tout cas, de la référence au pays tiers sûr par où serait passé un demandeur d'asile pour fonder un refus d'examen de sa demande. Mais la menace est lourde, puisque, comme je le disais, on en parlera peut-être cet après-midi, à la table ronde, je ne sais pas, un projet de règlement européen en cours de discussion vise à rendre le rejet d'une demande d'asile obligatoire dans le cas où la personne viendrait d'un pays tiers sûr. Autre exemple, de concept qui incarne l'évitement ou le contournement du droit d'asile à travers l'externalisation. C'est une notion qui a été intégrée dans la loi française en 2003, l'asile interne, article 713.3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. C'est une notion qui est ancienne aussi, qui date des années 90, qui avait été pensée à cette époque-là, qui est issue de la directive européenne sur la qualification. Elle permet de rejeter une demande d'asile, même si les craintes de persécution au sens de la Convention de Genève sont établies, dès lors que le demandeur peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine, qu'il est en mesure d'y accéder et on considère qu'il peut s'y établir pour mener une vie normale. Alors c'est une notion qui est utilisée par certains pays de l'Union européenne, en pratique pas en France par l'OFPRA aujourd'hui, mais ça existe dans la loi. Une étude récente du réseau ECRE, c'est un réseau d'ONG qui défendent le droit d'asile en Europe, montre que dans les pays où elle est appliquée, cette notion d'asile interne, l'examen des risques se révèle souvent assez sommaire, des risques pour la personne en cas de retour dans son pays, mais dans une zone supposée plus calme que là d'où il vient. Et il existe en réalité une vraie menace que dans des pays en conflit, où sont par exemple installés des camps de réfugiés administrés par une organisation internationale, par exemple le HCR, que la présence de cette organisation suffise à considérer que les personnes qui proviennent des camps administrés par HCR relèvent de l'asile interne, alors que si on se réfère à l'expérience passée, on voit que cette présence du HCR ou d'organisations internationales n'est pas toujours propre à assurer la protection des personnes, qu'on se rappelle par exemple le sort des réfugiés qui étaient censés être en sécurité à Srebrenica. Ces deux concepts s'inscrivent dans la logique qu'affectionne l'Union européenne de zone régionale de protection. On considère qu'une zone est sécurisée, ce qui permet la conscience tranquille d'y renvoyer les demandeurs d'asile. Mon dernier point, mon dernier exemple, c'est très bien, va être l'occasion d'introduire la transition avec Marion, qui va prendre la parole après moi, puisqu'il concerne la réinstallation des réfugiés, qui consiste à faire venir en Europe ou dans d'autres pays d'accueil, pour une installation définitive des réfugiés placés sous la protection du HCR dans des pays de premier accueil, souvent dans des camps de réfugiés.
Est-ce qu'on peut parler d'externalisation dans le cas de la réinstallation? Finalement, la question permet peut-être de cerner, de cerner un peu mieux les contours de cette notion dont on va passer la journée à continuer d'essayer de bien la définir. Pour moi, la réponse, est-ce que la réinstallation est une forme d'externalisation? Elle dépend moins de la nature juridique de ce dispositif qui se fait à travers un accord entre les pays disposés à accueillir des réfugiés, le HCR et accessoirement les pays de premier accueil où sont les réfugiés, ou attendent ces réfugiés. Ça dépend moins de la nature juridique de la réinstallation que du contexte général de la gestion migratoire dans lequel elle prend place. Et à l'heure où l'Union européenne cherche à formaliser, à chiffrer, à fixer des quotas, à inviter en tout cas les États membres à se mobiliser dans des opérations de réinstallation, je pense que oui, la réinstallation s'inscrit clairement dans le cadre de l'externalisation. Et vraiment pour terminer, je citerai ce que les associations membres de Migre Europe disaient en 2006, qui, à propos de la réinstallation, s'appelait la réinstallation contre le droit d'asile. Et il me semble qu'on est toujours dans le même contexte. Loin d'être une solution pour les réfugiés, la réinstallation dans le contexte d'une politique européenne d'asile marquée par le contournement des obligations internationales, telle que celle qu'on vient de voir, est une arme supplémentaire pour interdire aux migrants de circuler. Après les charters, la militarisation des frontières, les camps fermés, les accords de réadmission, les interceptions en mer, l'entreprise de sanctuarisation de l'Union européenne est en voie d'achèvement. La réinstallation vient conforter l'édifice, alors que seule la libre circulation des victimes de persécution est à même de garantir le respect du droit d'asile, l'Europe pourrait en toute bonne conscience assigner à résidence les exilés dans des camps hors de ses frontières, avec le soutien même de ceux-là qui réclament la mise en place de voies légales d'accès aux États membres pour les réfugiés. Avec la réinstallation, l'Union européenne parviendrait sans doute à faire oublier qu'elle fait prévaloir ses intérêts sur la protection des victimes de persécution. Combien de temps faudra-t-il pour que se rende compte que l'Europe remet en cause ses principes fondateurs, notamment celui qui énonce que l'action de l'Union sur la scène internationale repose sur l'universalité, l'indivisibilité des droits de l'homme et le respect du droit international. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup.